Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission. Une actualité toujours riche, toujours importante pour le bien-être, mais surtout le mieux respirer et bien prendre en compte cet air que l'on ne voit pas, mettre en avance cet invisible, le rendre visible, il faut absolument en prendre soin, puisque c'est gage, non seulement, on le sait ici sur Radio Imo, de prolonger la durée de vie des bâtiments à partir du moment où l'air est bien traité, notamment éviter les humidités qui peuvent dégrader les bâtiments, entre autres, mais également améliorer la santé des occupants par de l'air neuf suffisant et par également des traitements qui vont permettre de mieux respirer et de limiter les polluants ou essayer, dans tous les cas, de les abattre le plus possible de manière à être vraiment bien. Alors aujourd'hui, dans Élémentaire, c'est important, on reçoit une association, voilà, de temps en temps. Il y a assez longtemps qu'on n'a pas reçu, et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir l'association Respire, représentée par son directeur Tony Renucci, association Respire dont on entend parler quand même assez souvent, par ses actions notamment. Et Tony, soyez le bienvenu sur le plateau d'Élémentaire. Dites-nous, qui est Tony Renucci et Respire? Qu'est-ce que Respire? Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a beaucoup de sujets. Oui, alors bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Tony Renucci, je suis le directeur effectivement de l'association Respire, qui est l'association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air, qui existe depuis 2011, qui compte 2400 adhérents. Et donc nous, vraiment, notre métier, c'est de sensibiliser sur le sujet de la qualité de l'air. Alors, beaucoup au niveau extérieur, et maintenant, c'est vrai qu'on regarde aussi de plus en plus les sujets de qualité de l'air intérieur, notamment tout ce qui concerne la purification de l'air. D'accord. En ce qui concerne les prises en compte de Respire, il y a eu quelques éléments qu'on a pu voir récemment. Alors, je sais que vous avez pas mal œuvré, vous avez œuvré carrément, en ce qui concerne la limitation de la circulation au niveau devant les écoles. Exactement. Parce qu'on sait que l'automobile ou les systèmes de transport, plus généralement, on peut avoir des bus, des camions, des motos qui vont amener de la pollution. Il faut éviter que cela rentre dans les salles de classe. Et donc là, ça a été quelque chose, on va prendre cet exemple-là, c'est une action qui s'inscrit dans un temps assez long quand on entame ce genre de démarche et de volonté de le montrer? Oui, bien sûr. Alors peut-être pour retracer un peu l'historique, on a fait une première étude en 2019, la carte des écoles polluées d'Île-de-France, et on a fait des nouvelles éditions de cartes début 2022, donc en Auvergne-Rhône-Alpes et également en Île-de-France. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a la totalité des établissements scolaires qui dépassent les recommandations de l'OMS, qui est notre référentiel, notamment au niveau des particules fines, et une quasi-totalité également sur le dioxyde d'azote. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les enfants sont les plus vulnérables à la pollution de l'air, parce que leurs organismes sont encore en cours de développement. Et donc, quand on a des polluants qui vont s'attaquer à leurs organes, à leur corps, et qui vont notamment pénétrer par les voies respiratoires, ils sont d'autant plus victimes de cette pollution. Surtout qu'ils respirent des volumes plus grands proportionnellement par rapport à nous et des rythmes respiratoires. Bien sûr, leur taille est au niveau des pots d'échappement, ils respirent plus vite, donc ils aspirent plus de polluants que les adultes. Et donc, puisque leur organisme est en cours de formation, c'est d'autant plus dangereux. Donc notre travail de sensibilisation via les cartes a permis aussi de mettre en avant ce sujet, on n'a pas été les seuls à en parler, mais nous, ce qu'on a demandé en termes de solutions, c'est qu'il y ait de plus en plus de rues aux écoles, et ça a permis aussi d'enclencher ça, notamment au niveau de la ville de Paris. Et donc après, alors c'est toujours intéressant de savoir comment, ou la ville de Paris, ou d'autres, je dirais, collectivités territoriales, s'emparent du sujet, ou ont une approche vis-à-vis de celui-ci, puisqu'on se dit à un moment donné, on vient nous voir, on vient nous parler qu'il y a des désagréments, c'est montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, au niveau politique, au niveau collectivité, c'est montrer un truc qui ne va pas, quelquefois on veut l'éviter, parce que ce n'est pas très reluisant, mais il faut agir. Donc comment est accueilli Respire par justement les collectivités? Mais plutôt bien, parce qu'en fait, notre rôle, c'est d'être des lanceurs d'alerte. Donc nous, on porte des sujets dans le débat public, on tente des choses, on expérimente, on prend des prises de position assez fermes, et après, on les pousse à agir parce qu'on mène des campagnes, parce qu'on mène des mobilisations, et aussi parce qu'on fait des propositions. On est aussi quand même un acteur de référence au niveau institutionnel. Et donc, c'est plutôt bien accueilli. Alors après, la critique n'est jamais
agréable à entendre, mais on Elle est est constructive, toujours. Mais on est constructif parce qu'on fait des propositions, parce qu'on discute. On discute avec la ville de Paris, avec les autres collectivités. On a même monté un comité de pilotage de suivi de l'aménagement des rues aux écoles, auquel d'ailleurs je participe la semaine prochaine. Donc on co-construit avec eux, mais notre rôle, c'est aussi de leur dire, mettez à l'agenda certaines priorités, certaines rues, parce que ce que nous voyons dans nos cartes, c'est que ce sont des rues très polluées, et voilà, il faut les prioriser pour les aménagements de rues aux écoles. Est-ce qu'il y a déjà des exemples de rues qui ont été traitées et pour lesquelles, a posteriori, en ayant limité cette circulation finalement, voire l'empêcher, hein, peut-être aux horaires de dépose des enfants ou autres, est-ce qu'on a vraiment des niveaux significatifs de baisse des polluants? Alors c'est une bonne question. Vous avez 2-3 exemples peut-être? Oui. Alors, il y a des rues déjà qui ont été piétonnisées par nos actions. On en a vu dans le 19e arrondissement, on en a vu dans le 20e. Là, on a eu le cas de la rue d'Orcel, sur laquelle on s'est beaucoup mobilisé dans le 18e, qui a été piétonnisée cet été. Donc, on a des résultats. Maintenant, c'est une très bonne question sur est-ce qu'on a déjà des chiffres sur la pollution? C'est un peu tôt, parce que les travaux ont été faits récemment. Et surtout, il faudrait qu'on fasse des études plus ciblées pour voir l'impact, notamment sur les émissions. Et c'est notamment un projet qu'on essaye de porter là avec plusieurs acteurs, donc j'espère qu'il verra le jour en 2023. Mais aujourd'hui, les données qu'on a dans les cartes sont les données des ASCA ou d'Air Paris en Ile-de-France, donc qui sont issues à la fois de mesures et de modélisation. Et donc c'est encore un peu tôt pour voir un impact direct, mais il sera évident, puisque les voitures sont la première cause d'émissions, notamment du dioxyde d'azote. Ils émettent aussi des particules fines, même si ce n'est pas la première source d'émissions. Donc à partir du moment où on restreint le trafic à proximité, il y a forcément un impact à la baisse sur les émissions. Là, c'est vraiment, je dirais, une belle avancée. Oui. Sur ce plan-là. De même, en parallèle, je sais que là, sur cette rentrée, vous avez œuvré sur comment dirais-je, le contrôle technique des deux roues, des deux roues motorisées. Oui, exactement. Et là, quand même, on connaît aussi la vaillance, je dirais, de la défense des motards, généralement, et ça a dû être quelque chose où vous avez dû entendre 2-3 retours, non? Oui, peut-être juste pour expliquer rapidement. Aujourd'hui, il y a un contrôle technique pour les voitures qui existe depuis 1992, et il y a une directive européenne qui impose un contrôle technique pour les deux roues motorisées. Voilà. Bon, la France a fait le choix initialement, elle fait le choix de l'appliquer, le décret était sorti, puis finalement, pour des raisons politiques, ils sont revenus dessus. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de législation en France qui impose le contrôle technique des deux roues motorisées. Et donc nous, on a fait une action au Conseil d'État contre le gouvernement pour faire appliquer ce décret. Et on a obtenu gain de cause, mais bon, pour l'instant, le gouvernement refuse de l'appliquer. Pourquoi est-ce que c'est important ? Déjà parce que le but du contrôle technique, c'est de sortir de la circulation ce qu'on appelle les épaves, c'est-à-dire les deux roues qui ne sont pas aux normes, qui ne répondent pas à certaines caractéristiques techniques, notamment en termes d'émissions de pollution, notamment atmosphérique et sonore. Voilà. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a une accidentalité qui est aggravée, notamment dans les deux roues qu'on appelle débridés, c'est-à-dire ceux qui sont modifiés pour aller plus vite, pour avoir plus de puissance. Et donc c'est ça l'intérêt du contrôle technique des deux roues motorisées, et notamment l'intérêt pour réduire leurs émissions qui sont réelles, en termes de monoxyde de carbone, en termes de particules fines, en termes d'oxyde d'azote. Les deux roues, ça pollue, et pas moins qu'une voiture, comme on l'entend souvent. C'est un moteur à 4 temps et qui consomme à peu près le même volume de carburant au 100 km. Donc on peut bien imaginer qu'on doit être dans des niveaux similaires. Donc une action sur l'air, une action... de toute façon, notre santé, elle est associée aussi au bruit, elle est aussi associée à la lumière, parce qu'il y a aussi ces éléments-là. Plus récemment, un travail qui a été fait aussi dans des lieux d'éducation des enfants, avec une mairie, et qui a permis... pour vous et pour Respire, d'aller traiter et de regarder ce qui se passe. Vous parliez tout à l'heure de purification d'air. Il y a eu un travail sur ce sujet. Dites-nous-en un petit peu plus. Exactement. Alors déjà, on a fait une première expérimentation en 2021 avec la mairie du 9e arrondissement. On a expérimenté l'utilisation conjointe de purificateurs d'air et de capteurs de CO2. On a mesuré une baisse des concentrations de particules fines de l'ordre de 30%. On était au niveau le plus faible en purification d'air. On a fait, et c'était des purificateurs d'air avec des filtres EPA, comme c'est recommandé par les autorités sanitaires. On a fait une deuxième expérimentation récemment, là, sur le premier semestre 2022, avec la ville de Saint-Ouen, dans une école, dans 2 salles de classe. Et cette fois, ce sont des purificateurs d'air qu'on appelle par électrofiltration. Donc c'est une technologie différente qui n'est pas celle recommandée, mais en même temps, c'est une expérimentation. D'accord, une expérimentation. C'est une expérimentation. Et donc, ce qu'on constate, c'est effectivement des chiffres qui
qui sont très encourageants, avec notamment une baisse des concentrations de particules fines de l'ordre de 44% entre une classe avec purificateur et une classe sans. Et également, lorsqu'on compare, on va dire, le niveau de pollution qu'on pourrait récupérer de l'extérieur à l'intérieur, on voit une baisse de 30% des niveaux de pollution aux particules fines. Donc, ce sont des chiffres qui sont encourageants, mais qui, bien sûr, demanderaient à être aussi confirmés par des études officielles en France, nationales, Bien sûr. par les autorités sanitaires. Une petite question sur ce plan-là. À partir du moment où on a les purificateurs, on sait aussi, et je sais que c'est une recommandation du Haut Conseil de santé publique, de dire en premier on ventile et la purification vient en complément. Par rapport à cette configuration dans le test, y avait-il des classes qui étaient... Alors, on en parlait, Dr Schinazi était avec nous il n'y a pas longtemps, et on parlait justement que 15% des écoles sont équipées seulement de ventilation. Donc là, ce que vous avez testé, c'était sur des écoles sur lesquelles il y avait de la ventilation, ou est-ce qu'il n'y en avait pas dans ces salles de classe? Il n'y en avait pas. Et une autre question qui peut se poser et qui revient à ce qui s'est passé au Covid pendant ces 2 années, il y a eu des capteurs, et on a montré aux professeurs ou aux éducateurs qu'il fallait ouvrir les fenêtres quand les seuils étaient dépassés. Et donc là, il y avait aussi, ça a été considéré avec ouverture fenêtre et les protocoles qui étaient un petit peu donnés. Dans la première expérimentation dans le 9e arrondissement, oui, et on avait même pu regarder les temps... c'est-à-dire on avait les horaires d'ouverture de fenêtres. D'accord. Sur la seconde expérimentation, ça a été un peu plus compliqué parce que ça nous aurait demandé d'être plus présents sur le temps de classe, qui était aussi compliqué avec les personnels. Donc, on a des éléments, on sait qu'il y a une classe, ils ouvraient les fenêtres quasiment tout le temps, les autres juste pendant les pauses. Donc, ce qui fait qu'on pense que ça revoit un peu à la baisse les chiffres qu'on a trouvés, qui auraient pu, à notre sens, être plus importants. Et donc, ce qui veut dire que dans le... c'est toujours encourageant de voir qu'il y a du mieux, bien évidemment, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a peut-être une expérimentation ou une caractérisation peut-être plus conséquente et globale de la vraie vie d'une salle de classe en considérant de la ventile qui est posée, l'orientation, la manière dont on va traiter la ventilation aussi, parce qu'on sait qu'il y a des ventilations qui vont filtrer au départ, qui vont avoir un bon niveau de poser, et puis après on va continuer à filtrer cette épuration, puisqu'on sait qu'on a dans les fournitures scolaires aussi des éléments qui émettent, si on utilise des feutres ou ce genre de choses. Bien sûr. Vous parliez que ça a été traité sur les COV, on se retrouve avec ces COV-là qu'il faut traiter. Est-ce qu'il y a déjà le coup d'après de ce genre de test qui est prévu ou pas? Est-ce que, je pensais, on a reçu, c'est la semaine dernière je crois, comment dirais-je, un membre de l'Association française de la ventilation. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas peut-être des rapprochements que vous avez pensé ou peut-être pas, mais de se faire et de se dire, on regarde tout, comment ça match tous ensemble sur ce plan? Oui, pourquoi pas. Alors, je n'ai pas abordé ça avec eux, mais ça pourrait tout à fait être une idée. Mais je pense que maintenant, le coup d'après, c'est pour le gouvernement, c'est pour les pouvoirs publics. On est d'accord. Voilà. Nous, alors, après la première expérimentation, j'avais écrit au ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer, pour lui demander qu'il y ait une étude nationale sur l'utilisation des dispositifs de capteurs de CO2 et de purificateurs d'air. Pour qu'on ait aussi un protocole d'utilisation, qu'on ait aussi des recommandations. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas un rôle de prescripteur. Nous, on est des lanceurs d'alerte. On fait une expérimentation, on dit regardez, on teste avec des filtres EPA, on teste avec électrofiltration. Je sais que ça suscite aussi du débat, mais nous, on est là pour mettre le sujet sur la table. Et maintenant, ça c'est toujours ce qu'il faut faire, puisqu'à un moment donné, il faut parler des choses. On peut ne pas être d'accord, mais il faut parler. Je ne peux pas substituer à une autorité sanitaire. Voilà. Donc nous, on fait notre étude avec le biais qu'elle a, avec les limites aussi qu'elle peut avoir, mais on leur dit il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Donc, ce qu'on dit dans les recommandations, c'est maintenant, faites une étude nationale, faites des études de cohorte, mesurez l'efficacité, quelle que soit d'ailleurs la technologie utilisée. Peut-être qu'il y en a des meilleures que d'autres moins recommandables. À voir. Et maintenant, c'est à vous de légiférer, mais en vue de voir aussi comment généraliser les dispositifs qui fonctionnent. Donc, on donne des pistes. C'est au gouvernement maintenant d'insister et de prendre le relais. C'est de dire, on a le curseur qui est en bas, on le pousse, et maintenant, faites jouer les autres curseurs. Et on le pousse. Bien sûr, c'est bien. Maintenant, on attend une réponse, on attend aussi des actions. Là, je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de journalistes en ce moment qui me contactent, qui me demandent on en est où, les capteurs de CO2 et les purificateurs d'air. Honnêtement, je ne sais pas comment ça avance. Non, mais il y a eu un fonds de
plusieurs millions d'euros, enfin c'était pas énorme, hein, qui avait été mis à disposition des collectivités pour financer les capteurs de CO2, pas les purificateurs. Oui, il y a eu 20 millions de mis sur la table et les financements partiels. Il y a même eu des rappels au chef d'établissement pour dire vous avez cette enveloppe, utilisez-la parce que ça n'a pas été, on peut pas, tout de suite de nature. L'habitude n'est pas là. On ne peut pas dire aux collectivités mettez en place. C'était aussi recommandé d'ailleurs par le Conseil scientifique. Bien sûr. On ne peut pas dire aux collectivités mettez en place ces dispositifs, mais assumez le coût tout seul. Voilà. Le coût est trop important, notamment pour des villes qui n'ont pas les moyens ou qui sont plus petites. C'est pour ça qu'il faut être agile et puis réfléchir tous ensemble, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut un plan d'action et des financements au niveau national. C'est ça. On arrive bientôt au bout de l'émission, Tony, et puis je sais que vous êtes venu entre deux créneaux et je vous en remercie. Un petit mot de la fin, d'autres peut-être sujets qui approchent, dont on peut parler, d'autres vues que Respire veut porter. Oui, alors nous, on a 2 sujets là qui vont arriver. Alors, déjà, on continue sur tout ce que je vous ai dit avant, mais il y a dessus notamment des pics de pollution. La procédure de gestion des pics de pollution qui, à notre sens, ne nous paraît plus adaptée. Et donc là, nous allons travailler avec notre conseil scientifique. On a des chercheurs, du CNRS, de l'INRIA, des spécialistes du sujet. Et on va faire des propositions, j'espère à l'automne, pour proposer des pistes de réforme sur ce sujet. Très bien, et on va suivre tout ça avec attention. Et puis encore, Respire 2000. Alors, vous disiez plus de 2000 adhérents. Oui. On va retrouver quelle typologie d'adhérents? Des particuliers, des professionnels? Quels sont Oui, c'est principalement des particuliers, des individus, notamment très intéressés par le programme de déploiement de microcapteurs, parce qu'on a aussi des microcapteurs Respire, qui ont une visée avant tout pédagogique. Bien sûr. Et voilà, puis ça grossit, ça gonfle à chaque fois. Après, les profils diffèrent. Il y a des gens qui ont très envie de s'investir, d'autres qui veulent surtout avoir des capteurs, d'autres qui veulent juste recevoir des mails. Donc, comme dans toute organisation, il faut être assez flexible au niveau de l'engagement. Et cet engagement, encore félicitations pour celui-ci, parce qu'on peut le dire à tout le monde, prendre conscience, s'informer, aller chercher la connaissance où elle est. On va trouver sur les sites internet, notamment parler du Haut Conseil scientifique ou du Haut Conseil de santé publique, il y a des publications, que tout le monde, tout un chacun se renseigne. Ça prend pas longtemps d'aller sur son ordinateur et au lieu de regarder peut-être une pub qui nous arrive, regardons un document bien fait qui explique bien de manière à mieux prendre en compte après notre qualité de l'air, puisqu'on ne le voit pas, mais on a plein d'éléments qui nous permettent de le voir et Respire en fait partie, l'Association française de la ventilation également, le Haut Conseil de santé publique aussi. N'hésitez pas, il existe plein de sources pour s'informer et pour mieux agir. Merci beaucoup Tony. Merci. Et au plaisir de se retrouver sur les plateaux de l'émission. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Élément Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.